Shalom à toutes et à tous. On espère que vous allez bien partout où vous m'écoutez, que vous soyez en Israël ou en France. Beaucoup de gens ont besoin de réconfort, de se renforcer. Et grâce à Midrashet Yehuda Manitou, on a le plaisir d'écouter le Rav Eitan Fizon. Et tu veux nous parler d'un personnage très important, le Rav Yuval Moshe Salomon. Et tu as appelé ça le début de l'espoir des Chavod. Les amis, hop, c'est bon? Yofi. Alors les amis, ça devient une habitude chez nous de se tromper dans les titres. Il y a fait mode, parce qu'en fait, avec tout ce qui s'est passé, machin, on se rend pas compte, mais on l'a déjà fait. Rabbi Yoel Moshe Salomon, c'était le dernier cours qu'on a fait avant l'été. Donc, on va pas le refaire. Parce que, évidemment, les gens se sont dit, mais je viens pas au cours, je connais déjà. Donc, effectivement, c'est pas Rabbi Yoel Moshe Salomon, c'est un autre bonhomme qui s'appelle le Rav Yaakov Meir Harishon Letzion. Mais on va appeler ça de la Grèce à la grâce. Ah, ça c'est du titre. C'est de la Grèce à la grâce. Top. Alors les amis, nous partons. Nous partons. Alors évidemment, avec tout ce qui se passe, comment est-ce qu'on peut étudier quelque chose qui est du domaine du Shotef? Mais on n'a pas le choix, on va continuer notre vie et on va vivre bien et on va gagner et on va battre nos ennemis. Et donc, évidemment, eh bien, on va parler maintenant de la réalité qui est devant nous, à savoir les grands personnages qui ont modelé le retour d'Israël sur sa terre. Et donc, aujourd'hui, nous parlons du Rav Yaakov Meir. Alors, qui a déjà entendu parler de lui? Eh ben voilà, c'est ça le problème, c'est que personne. C'est que personne, alors que je vais commencer par la fin. Je vais commencer par la fin lorsqu'en 1921, alors c'est pas vraiment la fin, hein, puisqu'il mourra en 1939, donc ça veut dire qu'il va quand même encore bosser pendant 18 ans, mais son dernier poste, et c'est pour ça que c'est complètement dingue qu'il soit inconnu au bataillon, en 1921, il devient le premier Rishon Letzion. Il devient le premier grand rabbin d'Israël séfarade. Pourquoi on le connaît moins? Eh bien, simplement parce qu'il est grand rabbin avec un autre personnage qui s'appelle le Rav Kook. Le Rav Kook sera le grand rabbin Ashkenaz et le Rav Yaakov Meir, le grand rabbin séfarade. Mais vous imaginez bien que s'il fait le tandem avec le Rav Kook, c'est que c'est pas n'importe qui. Alors, je vous propose de revenir loin, loin, loin en arrière. On va revenir à sa naissance en 1856. Vous savez, 1856, on est au milieu du 19e siècle et on est avant la première alia, avant le congrès sioniste de Herzl. On est à la fin on est dans le début de la fin de l'Empire ottoman. Une réalité compliquée parce que l'Empire ottoman est corrompu, parce qu'il est en perte de vitesse, parce qu'il recherche un petit peu partout de quoi se refaire. Et les Juifs, dans ce genre de situation, sont jamais les gagnants de l'histoire. En tout cas, lui, il naît déjà à Jérusalem. Il naît à Jérusalem parce que son père qui s'appelait Rabbi Kalev Meir, eh bien, était connu pour être un marchand grec, un marchand de Rhodes, il habitait à Rhodes, et c'était un marchand qui était connu dans tout le marché de Rhodes pour être le seul honnête. C'était le seul personnage qui était honnête. Tout le monde savait, on peut aller chez Rabbi Kalev, lui, c'est bon. Mais alors que il réussit donc dans son business, plus il réussit, plus il peut s'acheter une maison, et moins il se l'achète. Parce que pour lui, la seule maison qu'il peut acheter, c'est à Jérusalem. Car nous dit Kalev Meir, nous dit, mais enfin, les Juifs ont été exilés et sont arrivés en Grèce à un moment donné. Mais de la Grèce, en fait, ils venaient d'où? Ils venaient d'Espagne. Et d'Espagne, ils venaient d'où? Eh bien, ils venaient
ça dépend, des fois de Rome. Et il venait d'où? Eh bien, il venait de Perse. Non, mais il venait d'où? Il venait de Babylone. Non, mais il venait d'où? Il venait d'Eretz Israël. Donc, s'il y a un endroit où je dois rentrer, c'est en Eretz Israël. Et effectivement, Caleb, sa femme, et pour l'instant c'est tout parce qu'ils n'ont pas encore d'enfants, décident de passer le pas et de venir habiter à Yerushalayim, à Jérusalem. Très bien. Et c'est là que va naître le petit Yaakov. Le petit Yankele. Bon, il ne s'appelle pas Yankele, hein, c'est quelqu'un qui vient quand même de toute la lignée grecque des Megouraché Sfarad. Et Rabbi Yaakov, le petit jeune Yaakov Meir, va voir sa vie complètement chamboulée, mais chamboulée vraiment, lorsqu'il va avoir 8 ans. Il a 8 ans. Donc je vous laisse faire le calcul, on est en 1864. Et sa maman décide, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais elle décide qu'elle veut aller prier au kotel. Et elle demande au petit Yaakov, est-ce que tu veux m'accompagner? Évidemment, Yaakov Meir dit, ben oui, évidemment, je viens avec toi, maman. Mais il faut bien comprendre qu'est-ce que c'est le kotel à l'époque. On ne parle pas d'aller au kotel aujourd'hui, où on va au kotel, il y a 100 000 personnes, et on ne s'entend pas, et c'est la folie, et 27 minyanim. Non, non. Le kotel de 1864, c'est un couloir. Un couloir qui fait à peine 25 à 30 mètres de long et 3,5 mètres de large. Un couloir où il y a un mur, les maisons et les fenêtres des maisons des Mougrabim, des Arabes maghrébins qui sont ici et qui accueillent les Juifs qui viennent prier tantôt avec des salades, des tomates, voire des pierres. Et les Juifs viennent prier là-bas. Évidemment qu'il n'y a pas de mechitza, pas de place. Les femmes prient d'un côté, les hommes de l'autre. Et le petit Yaakov Meir arrive là-bas et il est subjugué. Il est subjugué, émerveillé. Mais par quoi? Pas par le mur. Non, non, il n'est pas émerveillé par le mur. Il est émerveillé par une chose. Il voit les Streimel polonais parler en yiddish. Et il voit à côté d'eux les habits longs des Yéménites parler en thémanie. Et il voit en arabe thémanie. Et il voit également les Irakiens avec leur tarbouche et leur accent. Et il voit, et il voit, et il voit tous ces juifs qui sont arrivés au compte-gouttes. Certains étaient là depuis longtemps, les Yishuva Yashan, certains sont arrivés avant, certains sont arrivés depuis 300 ans, 200 ans. Les Chassidim sont arrivés à peine il y a 50 ans. Les Mitnagdim du Gaon de Vilna, pareil. Il voit tous ces juifs-là prier ensemble. Et il dit, la mélodie qui est sortie de tous ces juifs priant avec tous leurs accents différents et leurs airs différents, mais ensemble, c'était une mélodie magnifique que je n'aurai de cesse, écrira-t-il, de vouloir retrouver. Vous comprenez d'ores et déjà que le petit Yaakov Meir est motivé par une chose, l'unité du peuple juif. Zéou, Zéakol. Bon, mais à côté de tout ça, il veut étudier la Torah. Évidemment. Et donc, eh bien, son papa, Kalev, va faire en sorte qu'il étudie avec les meilleurs. Étudier avec les meilleurs, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que très jeune, il va être accepté à peine. Alors, il y a des gens qui disent l'âge de 11 ans, il y a des gens qui disent l'âge de 12 ans, on ne pourra vraiment jamais savoir. Mais en tout cas, très jeune, il est accepté comme étudiant à la Yeshivat à Mekoubalim Bethel. Ah oui, ah là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. Il étudie dans la Yeshivat à Mekoubalim, dans le Rova Yehoudi. C'est quand même pas n'importe qui, le bonhomme. Et il va grandir dans la Torah. Et pour tout le monde, il a pris de son père la droiture intellectuelle, la droiture des midot. C'est quelqu'un d'extrêmement intègre et quelqu'un qui a une vision générale. Mais attention, vous savez quel est pas le danger, mais le point négatif, enfin, c'est même pas un point négatif, mais
L'inconvénient d'être quelqu'un qui est klali midaï. On connaît des gens qui étaient klal Israël. Ben, le problème, c'est que des fois, on a du mal à voir monsieur et madame. On a du mal à voir le monsieur tout le monde quand on s'occupe du klal. Ça arrive à beaucoup de gens qui sont des Anshe Tzibour, qui sont des gens publics, bah, dans leur sphère privée, ou alors pour s'occuper des petites choses, c'est caché. Prenons un exemple. Prenons un exemple. Prenons les gens qui ont fondé la Midreshet Yehuda Manitou. Une vision klalite, une vision de klal. On veut transmettre la Torah de Manitou à tout le Ham Israël. C'est klali meod. Alors le problème, c'est que quand on est klali comme ça meod, des fois, on ne pense pas à mettre de l'encre dans la photocopieuse pour imprimer le cours du rabbin qui va venir. Ou alors, des fois, on ne pense pas à déclencher le zoom. Mais parce que c'est normal. Quand tu t'occupes tellement du klal, tu t'occupes pas des pratim. C'est pour ça qu'il y a Johan. Il y a le grand Rayon, mais s'il n'y a pas Johan, le Rayon, il ne se dévoile pas dans les faits. Parce que si on ne lance pas le zoom, on ne lance pas le zoom. Et ça, c'est vrai pour tout. Très rares sont les gens qui sont capables d'être dans les pratim très très élevés, dans les klalim très élevés, mais également dans les pratim les plus petits. Eh bien ça, c'est la particularité de Rabbi Yaakov Meir. Alors évidemment, on va passer sur le fait qu'à 17 ans, il est déjà ordonné rabbin, il a sa smicha la rabbanout, à kol beseder. Tout ça, c'est une évidence, mais très vite. Alors que d'un autre côté, d'un côté, il s'occupe d'enseigner la Torah, ce que vous voulez, tout ce qu'un rabbin il doit faire. Un jour, il va voir quelque chose qu'il n'est pas prêt à laisser passer. Nous sommes en 1878. Il a à peine 22 ans. Et il se balade dans les rues de Jérusalem. Il fait sombre, c'est déjà la nuit. Et au travers d'une ruelle, d'une simta, il voit quelque chose, c'est pas possible. C'est pas possible. Il voit deux jeunes juifs, deux jeunes enfants, les amis, dans une poubelle. Dans une poubelle. Ils dorment là depuis quelques jours. Ils n'ont nulle part où aller. Ils n'ont pas de parents. Et le Rav Yaakov Meir fait face à la réalité de Jérusalem au XIXe siècle. Les amis, que les choses soient bien claires, la Jérusalem du XIXe siècle, c'est la poubelle du Moyen-Orient. Elle est complètement abandonnée par l'Empire ottoman. Les conditions de vie sont déplorables. Et très souvent, on va avoir des enfants qui n'ont plus de parents. À ce moment-là, lorsque Rabbi Yaakov Meir, qui a 22 ans, voit ça, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que nous, on aurait fait? Eh bien, nous, on aurait peut-être pris les deux enfants chez nous, leur donner ne serait-ce que pour une nuit, un bon lit, une bonne douche, un bon repas. Rabbi Yaakov Meir va le faire. Mais ça, c'est peanuts. Ça, c'est des cacahuètes. Oui, effectivement, il amène les enfants chez lui. Mais le lendemain matin, il ne va pas attendre 3 heures. Le lendemain matin, il commence la construction de l'orphelinat de Jérusalem. C'est pas possible qu'il y ait des enfants qui n'aient pas où dormir. Vous connaissez cet orphelinat qu'on appelle Bet Amachassé, qui se trouve dans la vieille ville, qui a été complètement retapé, mis de manière beaucoup plus grande par Rothschild plus tard. Le premier qui commence, qui crée cet orphelinat, c'est Rabbi Yaakov Meir. L'année suivante, il n'a que 23 ans. On s'est occupé du problème des enfants qui est un endroit où aller. C'est magnifique. Il n'y a plus d'enfants dans la rue à Jérusalem. OK. Mais il y a un autre problème. Il y a des gens qui tombent malades. Pas que des enfants, d'ailleurs. Les juifs de Jérusalem, ça arrive qu'ils tombent malades. Et le problème, c'est que, d'accord, si tu es malade, où tu vas? Tu vas à l'hôpital. Ah oui, mais l'hôpital, c'est l'hôpital ottoman.
Et donc, à chaque fois qu'un juif est admis là-bas, on lui fait des problèmes. Le premier problème, c'est qu'on ne lui donne pas à manger cachère. Et donc, il y a plein de juifs qui n'arrivent pas à se remettre de leur maladie qui, à base, n'est pas une maladie grave, mais parce qu'ils ne veulent pas manger. Et je passe sur ah, on a perdu votre dossier, ah, il faudra revenir demain. Rabbi Yaakov Meir, il dit c'est pas possible. Donc, vous commencez à connaître le bonhomme, puisque c'est pas possible et qu'il faut faire un truc, eh bien, on fait un truc. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va tout simplement, qu'est-ce qui se passe? Voilà. On va tout simplement commencer à mettre en place la première pierre d'un truc, je ne sais pas si vous connaissez l'hôpital. Vous connaissez l'hôpital Misgav Ladar? Alors aujourd'hui, il est à Katamon. Mais il était où? Ben, il était dans la vieille ville. Qui a été le fondateur de l'hôpital? Bon, pas tout seul, hein. Il n'était pas tout seul pour le coup. Mais qui est celui qui est marqué en haut dans le mur des fondateurs des Miyazdim de Misgav Ladar? Harav Yaakov Meir. Il est partout. Il est partout. Et puis comme tout le monde commence à le connaître, et dans la communauté juive, et chez les comment ça s'appelle, dans l'Empire ottoman, chez les autorités, tout le monde commence à comprendre que la nouvelle personnalité qui rassemble chez les Juifs, c'est le Rav Yaakov Meir. Donc, si on veut régler un problème avec les Juifs, il faut venir voir le Rav Yaakov Meir. Et c'est ce qui va se passer en 1881. Les amis, on est en 1881, c'est-à-dire qu'on est avant 82. Donc, avant ce qu'on appelle la première alia. Alors, qu'est-ce qui se passe en 1881? Eh bien, en 1881, il va y avoir une histoire qui a failli être tragique. Tout un groupe de Juifs qui viennent de Perse essayent d'arriver en Eretz Israël. Ils sont persécutés là-bas, ils veulent absolument fuir et donc venir en Eretz Israël, et ils arrivent à Mama, eh bien, Malaasot, que les autorités ottomanes refusent. Zéro. Et donc, les Olé Paras, qui ont réussi à s'infiltrer, vont être maintenant Megourachim. Ils vont être dégagés d'Israël, Malumini Paris. On vient annoncer au Rav Yaakov Meir qui doit être le responsable pour que ce guérouche se passe dans le calme. Alors, je ne sais pas si vous commencez à entrevoir le personnage, mais le Rav Yaakov Meir vient voir les autorités ottomanes et leur dit « Ok, je gère, pas de problème. » Il va organiser le transport en calèche de tous les Juifs de Perse, de Jérusalem jusqu'à Yafo. Là-bas, les autorités ottomanes ont mis en place des navires qui vont les ramener en Perse. Très bien. Tout a l'air de se mettre en place tel que les dirigeants ottomans l'avaient demandé au Rav Yaakov Meir. Je rappelle quand même qu'à ce moment-là, il n'a que 25 ans. Seulement, le Rav Yaakov Meir n'a absolument pas l'intention de donner le moindre juif aux Ottomans. Il a fait passer le mot. Il a fait passer le mot à ses élèves de la yeshiva, d'aller eux-mêmes faire passer le mot à tous les juifs qui habitent entre Jérusalem et Yafo et à Yafo, que lorsqu'il donnera le signal, eh bien, ces juifs devront ouvrir leurs portes. Et donc, tous les juifs de Perse sont accompagnés par Rav Yaakov Meir, et lorsqu'on arrive aux abords de la ville de Yafo, pendant tout le chemin, alors imaginez-vous le chemin en calèche de Jérusalem jusqu'à Tel Aviv, je ne sais pas, quelques heures. Pendant tout le chemin, Rav Yaakov Meir va de calèche en calèche et leur dit à tous les juifs de Perse, tenez-vous prêts. Au signal, tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Et tout d'un coup, ils arrivent au bord de Yafo, pas au port, aux abords de Yafo, avant d'arriver au port.
Et là, Rabbi Yaakov Meir donne le signal. C'est quoi le signal? Barrez-vous! Barrez-vous! Fuyez! Et toutes les calèches se vident d'un coup, et tous les juifs perses s'enfuient dans les rues de Yafo, aux abords de Yafo, et sont récupérés par tous les juifs qui ont été prévenus, qui vont les cacher dans leur maison. Si bien que les Ottomans ne voient pas les juifs arriver, et lorsqu'on viendra demander des comptes au Rav Yaakov Meir, il dira « Ils se sont enfuis, je ne sais pas où ils sont, c'est pas de ma faute ». Et c'est ainsi que tous les juifs perses qui étaient en Israël restent en Israël grâce à Rav Yaakov Meir. Bon, là, ça y est, c'est parti. Tout le monde sait que s'il y a un mec sur qui on peut compter, c'est lui. Donc, à 26 ans, l'année suivante, en 1882, sous fond de première alia, Rabbi Yaakov Meir devient Shadar. Non, ça ne devient pas un fromage. Ce n'est pas du cheddar. C'est un Shadar. Shadar, ça veut dire Shlucha de Rabbanan. Il est l'envoyé d'Eretz Israël pour aller récolter de l'argent. Voilà. Et donc, il part pour sa première shlichut. Où est-ce qu'il va? Il va à Boukhara. Vous connaissez les Boukharim? Eh bien, il va là-bas, c'est une communauté aisée, et il va là-bas pour recevoir de l'argent. Pourquoi? Pour les communautés en Eretz Israël. Tov, il y a Femeod à Kol Beseder. Il va certainement réussir à convaincre tout le monde. Oui, mais sauf que pour convaincre tout le monde, il a besoin que les gens là-bas, parce que là-bas, en Israël, tout le monde le connaît, mais là-bas, les gens ne le connaissent pas. Donc, comment on fait? Eh bien, il n'y a pas de problème, on va lui donner des lettres. On va lui donner des lettres qui viennent de tous les rabbins de Jérusalem, signées, les vieux rabbins connus, et ces lettres-là vont être tout simplement remises à la communauté pour bien faire comprendre que il vient en leur nom, et ce n'est pas un monsieur que personne ne connaît qui va récupérer de l'argent. Et le problème, c'est que sur le bateau, pour arriver là-bas, il est obligé de passer par l'Empire russe. Et là, on a un grand problème. Les différents juifs qui trouvent sur le bateau lui disent « Mais tu vas nous faire tous tuer ». Il dit « Comment ça, je vais vous faire tuer ?» Ah oui, tu vas nous faire tuer. Pourquoi? Parce que les gens, les autorités russes, elles vont voir tes lettres. Et tes lettres, elles viennent de Jérusalem, donc de l'Empire ottoman. Et les autorités russes vont voir que tu as des lettres de recommandation de la part des Ottomans. Or, à l'époque, la Russie et l'Empire ottoman sont en conflit. Et donc, on va tous se faire massacrer à cause de tes lettres, comme si on était des espions pour l'Empire ottoman. À ce moment-là, Rabbi Yaakov Meir ne se pose pas la question. Il jette par-dessus bord toutes ces lettres. Mais quoi? Ça veut dire que personne ne saura qui tu es? Il a son idée. Il jette toutes ces lettres et il dit Leman Yerushalayim lo eshkot. Je ne serai pas besheket leman Yerushalayim. Vous inquiétez pas. Et il arrive à Jérusalem. Il arrive à Boukhara. Il arrive là-bas et il se présente. Et il dit voilà, je suis l'envoyé de Jérusalem. Maintenant, ils connaissent les gens. Ils disent ok, alors où sont tes lettres? Il dit j'ai pas de lettres. Ah, t'as pas de lettres et tu dis que tu viens de Jérusalem et tu veux qu'on te donne de l'argent. Et Rabbi Yaakov Meir, vous savez comment il fait pour prouver qu'il vient bien de Jérusalem? Qu'il est bien envoyé de Jérusalem? Je ne sais pas si nous, on serait capable de le faire. Posez-vous la question. Voilà, je vous donne des devoirs à la maison ce soir. Posez-vous la question. Il dit à tout le monde de s'asseoir. Il s'assoit avec eux et il va faire le guide. Il va décrire chaque rue de Jérusalem. Il dit voilà, quand tu rentres à Jérusalem par la porte de Yafo, tu traverses une rue qui fait 15 mètres de large et qui fait 200 mètres de long. Et dans cette rue, eh bien, le premier magasin, c'est celui de Mustapha, et il vend des trucs comme ça. Et il y a ces odeurs-là. Et quand tu continues à avancer, et il va passer comme ça pendant 5 heures à décrire Jérusalem. Tous les Boukharim sont en larmes. Il est en train de leur décrire
la ville qu'ils n'ont jamais vue, la ville de leurs rêves, la Jérusalem. Et à ce moment-là, eh bien, la question ne se pose même plus. Bien sûr que tu es de chez nous, bien sûr que tu es de là-bas, bien sûr qu'on va te donner tout ce que tu veux. Bon, le problème, c'est que là maintenant, tu ne peux pas rentrer parce qu'il fait c'est l'hiver et on prend pas les chemins, trop de neige. Donc tu restes avec nous. Et effectivement, il va rester 3 mois. 3 mois dans la communauté. Sauf que qu'est-ce qu'il va faire pendant ces 3 mois? C'est pas compliqué, il devient le rave. Il devient le rabbin. Parce que tout le monde comprend qui c'est le bonhomme qui est en face de lui. Et donc, comme ça, de l'air de rien, il devient le rabbin de la communauté des Boukharim. Finalement, il revient. Il a réussi sa shlichut. Et vous comprenez que le bonhomme, il a même pas 30 ans, que son nom commence à être connu, non seulement dans tout Israël, comme étant le mec sur qui on peut compter, et commence à être connu également en Chutz Laaretz, comme étant THE rabbin d'Eretz Israël. Si c'est pas fou. En 1885, puisque la première shlichut a marché, on fait la deuxième. Et on l'envoie où? En Afrique du Nord. Mais cette fois, la shlichut d'Afrique du Nord, elle n'est pas là pour ramener de l'argent. Elle est là pour ramener des juifs. On l'envoie, on lui dit, allez, venez. Et il va faire monter avec lui une gale de juifs, une vague de juifs qui vont arriver d'Afrique du Nord. On n'en parle pas de ces juifs d'Afrique du Nord qui sont guidés par un monsieur qui s'appelle Balatsouf Dvash. Rabbi Yaakov Meir, encore une fois. Bon, à un moment donné, il revient en Israël. Il a fait 2 shlichouyot sympatoches, il a réussi son boulot. Et nous sommes en 1888 et là, il s'embête. Vous comprenez? Il n'a pas fait assez, il a créé un orphelinat, un hôpital. Il est devenu la personnalité la plus connue. Il ramène des juifs avec lui, mais vous le connaissez, il ne veut pas ne rien faire. Donc, qu'est-ce qu'il décide de faire à ce moment-là? Puisqu'il faut s'occuper. Eh bien, en 1888, il décide de créer Ezrat Israël. Mazé Ezrat Israël, c'est un quartier à Jérusalem, Ezrat Israël. Et c'est lui qui le crée, avec un autre quartier, je ne sais pas si vous connaissez, Yamin Moshe. Vous connaissez Yamin Moshe? Mais non, c'est pas lui, c'est Moshe Montefiore. Non, Moshe Montefiore, il va créer Mishkenot Sha'ananim. Mais le quartier de Yamin Moshe, au nom de Moshe Montefiore, qui prend sur lui de le mettre en place? Rabbi Yaakov Meir. Vous connaissez la Shrunat à Bukharim, à côté du Chouk Mahane Yehuda? Rabbi Yaakov Meir. Ça ne s'arrête pas. Le bonhomme ne s'arrête jamais. En 1888, il arrive à Yafo. Après avoir créé les quartiers à Jérusalem, il va se balader à Yafo. Et il dit, c'est pas possible. Il se passe un truc à Yafo et ça contredit ce que moi j'avais vu quand j'avais 8 ans. Il voit qu'à Yafo, il y a plein de communautés différentes. Shkenazim, Sfaradim, comme ci, comme ça. Et le Rav Yaakov Meir va se faire accepter à Yafo pour être le seul rabbin de Yafo. Alors, il ne sera pas tout de suite le rabbin de Yafo. Mais il dit, il ne peut pas y avoir 2 rabbins à Yafo. Tout le monde doit être capable d'être ensemble. Et c'est pour ça que lorsque le Rav Kook arrivera et qui sera devenu le Rav de Yafo, il n'y a pas d'autre rabbin. Des fois, c'est un Sfarad, des fois, c'est un Ashkenaz, mais il n'y a qu'un seul rabbin à Yafo. Il réussit, le Rav Yaakov Meir, à unir les communautés. En 1889, parce que comme on a dit qu'il s'embêtait un peu, il va prendre les devants pour protéger quelque chose. Il y a un quartier à Jérusalem qui a été acheté rubis sur ongle par les Juifs. Il n'y avait pas un seul arabe au moment où ils ont acheté. Mais évidemment, si les Juifs achètent et que ça marche, alors les Arabes viennent et disent qu'on leur a volé leur terre. Vous connaissez l'histoire. Et donc les Juifs vont acheter le quartier de Shimon HaTzadik, que certains appellent à tort Sheikh Jarrah. Eh bien, à Shimon HaTzadik, il y a un arabe qui construit sa mirpesset et qui construit sa terrasse et il fait pénétrer sa terrasse, ses nouveaux travaux,
jusque dans le Mitram, jusque dans la zone de la tombe de Shimon HaTzadik, de tout le Mitram qui avait été créé avant. Genre, c'est chez moi maintenant. Et il met des portes qui ferment à clé. Bon, on passe un coup de fil, bon, pas avec un téléphone, mais on envoie un petit pigeon voyageur à Rav Yaakov Meir. Fais quelque chose. Rav Yaakov Meir, pas de problème. Il a 33 ans. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il rassemble avec lui quelques jeunes. Ils arrivent devant les portes de cet arabe qui a volé la terre d'Israël. Et qu'est-ce qu'on fait quand il y a des portes? Eh bien, qu'à cela ne tienne, il prend les portes. Ils vont sortir 10 hommes par porte. Ils vont sortir les portes de leur essieu et vont les porter sur leur dos pour les dégager de la ville. Et ils envoient un message à l'arabe en disant: rappelle-toi bien que Shimshon, il a pris les portes de Gaza, il les a amenées jusqu'à Hebron. Donc nous, on ne va pas te les mettre jusqu'à Hebron, mais si tu remets des portes, on te fera la même chose que ce que Shimshon il a fait. Et l'arabe, il dit: oula, avec ces juifs-là, ils sont aussi tapés de la tête que moi, donc il ne faut peut-être pas que je me prenne la tête avec eux. Toute ressemblance avec ce qu'il faudrait faire avec les Arabes aujourd'hui serait purement fortuit, évidemment, et involontaire. Bekitsour, en 1890, il peut se concentrer un petit peu. En 1890, il décide de s'adonner à un projet qui pour lui est un projet central, un projet phare. Il veut réunir le peuple juif. Il n'y a pas de problème, mais il y a un truc qui pour l'instant fait obstacle à l'union du peuple juif. Et c'est pas Ashkenaz Séfarade. Il y a un truc qui fait un obstacle. Je vais vous poser la question. Vous ne me répondez pas parce que vos micros sont fermés, mais vous pouvez faire avec la tête. Est-ce que vous avez déjà ressenti, si vous êtes arrivé en Israël tardivement et que vous avez un peu de problème avec l'hébreu, est-ce que vous avez senti qu'il y avait quelque part la barrière de la langue? Évidemment que tu l'as ressenti. Évidemment, quand tu habites à un endroit et tu ne parles pas la même langue que ton prochain, c'est sûr que ça n'aide pas pour se rassembler. Eh bien, le Rav Yaakov Meir, il dit, on ne peut pas continuer à ce que tous les juifs qui habitent en Eretz Israël, ils parlent chacun des langages, des dialectes différents. C'est pas possible que le juif d'Europe de l'Est, il parle en yiddish, que le juif d'Afrique du Nord, il parle en judéo-arabe, en ladino même. C'est pas possible que les Bagdadiens, ils parlent en arabe. C'est pas possible. Si seulement il pouvait y avoir une langue qui serait commune à tous les juifs. Si seulement on pouvait trouver une langue comme ça. Ah tiens, j'en connais une. L'hébreu. Non, 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 Rafizon, ça suffit. Tu es en train de nous falsifier l'histoire. Celui qui a ressuscité la langue hébraïque, ne me dis pas, c'est le Rav Yaakov Meir. Je veux dire, il a fait plein de choses, c'est un mec bien, j'apprends beaucoup de choses, mais on sait tous quand même que celui qui a ressuscité la langue hébraïque, c'est Eliezer Ben Yehuda. Ah ouais? C'est Eliezer Ben Yehuda? Sauf que Eliezer Ben Yehuda, il est payé par qui? Parce que le boulot de ressusciter la langue hébraïque, de faire le dictionnaire, ça lui prend beaucoup de temps, tout son temps. Il faut bien qu'il ait été financé, voire mandaté. Il y a un organisme qui s'appelle Safa Berura, qui vient d'être créé par deux hommes. Cet organisme Safa Berura deviendra plus tard prendra un autre nom plus tard, qui sera Academia Agevoa Lelashon Haïvrit. À l'origine, Safa Berura, créé par deux bonhommes, Arav Yaakov Meir et Arav Hirshenzon. Le Rav Yaakov Meir, c'est lui qui crée Safa Berura et c'est lui qui va chercher Eliezer Ben Yehuda pour faire le boulot. Il dit, moi, je ne peux pas m'asseoir et écrire des choses, donc je n'ai pas le temps. Donc vas-y, toi, tu es mandaté par moi et ton rôle, ça va être de ressusciter la langue hébraïque. Donc, j'enlève pas du tout la grandeur de Eliezer Ben Yehuda, il a fait un travail fantastique, mais il ne faut pas oublier que celui qui lui a dit de faire le boulot, celui qui a mis en place tout ça, c'est le Rav Yaakov Meir. Bon,
Bah ça va, il peut se reposer maintenant. On est en 1907. Ah, repose-toi. 1907, c'est-à-dire que le bonhomme, il a 49 ans. Non, ce serait bien mal le connaître. Il accepte à 49 ans de partir sur la terre de ses ancêtres et il part à Salonique, en Grèce. Et il devient le grand rabbin de Salonique, pour ne pas dire le grand rabbin de la Grèce. Et il va rester là-bas. Ouah, il va rester là-bas, Nahon, pendant 10 ans. Sauf que pendant ces 10 années, il va tout simplement cristalliser les liens entre la communauté juive là-bas, dont beaucoup vont monter en Israël grâce à lui, et aussi avec les puissances européennes. Si bien qu'il y a un homme qui va venir en Grèce pour des raisons diplomatiques, qui rencontre le grand rabbin de Salonique pour des raisons diplomatiques, qui se lie d'amitié avec lui pour des raisons personnelles, parce que c'est un mec bien, parce qu'il l'avait déjà rencontré avant. Ah là 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 là, les amis, l'histoire, l'histoire. Si on n'a pas l'histoire, on ne comprend rien. Rabbi Yaakov Meir, quand il habite à Jérusalem, il est encore jeune, on a dit, il bosse de partout, mais il est encore jeune. Il n'a pas de rôle en particulier. Ah, bah ceux qui ont eu des sirènes, allez vous mettre à l'abri. Bekitsour, il habite à Jérusalem. Et un jour, il voit l'arrivée d'un homme. Il voit l'arrivée d'un homme qui a l'air très classe, mais qui est paumé. Parce qu'il est arrivé au pire moment où on pouvait arriver à Jérusalem. Il est arrivé RF Pessah. RF Pessah, l'après-midi avant Pessah. Donc, t'imagines l'effervescence chez les Juifs à Jérusalem. Et cet homme-là, il est un peu perdu. Il est commandant d'un navire. Il est venu pour des raisons de business. Mais voilà, balagan, balagan, balagan. Et donc, le Rav Yaakov Meir, qui le voit un petit peu paumé, lui dit, écoute, viens chez moi. Je vais t'expliquer. Tout ira bien. Et il le prend chez lui pour le soir du Seder. Cet homme-là est un Anglais qui vient faire du commerce avec son navire avec l'Empire ottoman. Il est anglais et il s'appelle George. Il est le prince d'Angleterre. Ah, il n'a aucune chance de devenir roi parce qu'il est que le troisième enfant du roi actuel. Donc il n'a aucune chance de devenir roi. Mais lorsque le Rav Yaakov Meir devient le grand rabbin de Salonique et de la Grèce, il y a beaucoup de contacts entre l'Angleterre et la Grèce. Et celui qui vient faire les voyages diplomatiques, qui est fraîchement ambassadeur, c'est le prince Georges, qui retrouve son ami, le Rav Yaakov Meir. Il va même lui donner une distinction, une croix militaire de remerciement. Et donc le Rav Yaakov Meir est très lié avec le prince Georges. Bon, évidemment, comme tout est un grand hasard et que la main de Dieu n'est absolument pas présente dans l'histoire, eh bien, dès le début de la Première Guerre mondiale, en 1914, le roi d'Angleterre meurt et son premier fils meurt un an plus tard et son deuxième fils également. Si bien qu'à la fin de l'année 1916, celui qui monte sur le trône d'Angleterre, ah bah c'est le roi George. Vous connaissez les rues King George? Et il va faire la déclaration Balfour. Et à qui il va présenter cette déclaration Balfour? Une fois que le Rav Kook, qui était à Londres, va convaincre qu'il faut le faire, lorsqu'on amène la déclaration Balfour, à qui on l'amène? Au Rav Yaakov Meir. Tout simplement. En 1917, une fois que la déclaration Balfour est entérinée, le Rav Yaakov Meir revient en Eretz Israël. Alors, j'avoue, il a été aussi poussé parce qu'il y a eu un énorme incendie à Salonique qui a un petit peu chamboulé toute la communauté. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il revient en Eretz Israël. Et donc, il revient en Israël en 1917. La déclaration Balfour est mise en place. Le Rav Kook a déjà laissé une marque indélébile, puisque depuis 1904, il est en Israël et il est le Rav de Yafo et des Moshavot. Et finalement, eh bien, ce qui va se passer, tout simplement, c'est que lorsque revient le Rav Yaakov Meir, ensemble, lui et le Rav Kook
vont mettre en place l'idée pour réunir tout le monde. Comment on réunit tout le monde, puisque c'est ça le programme? Eh bien, on réunit tout le monde en créant le grand rabbinat d'Israël. Harabanout Arachit les Israël. Oui, vous saviez tous que c'est le Rav Kook qui a mis en place le grand rabbinat d'Israël. Sauf qu'il n'est pas tout seul. Il n'est pas tout seul. Et si le Rav Kook devient le grand rabbin Ashkenaz du grand rabbinat d'Israël, eh bien le grand rabbin séfarade, Harishon Netzion, eh bien ça sera tout simplement le Rav Yaakov Meir. En 1921, il devient donc le premier Rishon Letzion. Il continue à agir. Il continue à agir et il va continuer à montrer à quel point, eh bien, il est intégré complètement, même quand il devient plus vieux, dans ce qui se passe dans la résurrection du peuple juif en Israël. Il est dévasté, évidemment, lors du pogrom de Hebron de 1929. Nous, on parlera du pogrom de 2023. Mais quand on parlera du pogrom de 2023, Bezrat Hashem, eh bien, on dira, nos ennemis, ces barbares, ont fait un pogrom terrible sur la terre d'Israël lorsque l'État d'Israël était créé. Mais à la différence du pogrom de 29, à la différence des pogroms de la Shoah, où on n'a pas pu se défendre, eh bien que meurtri, l'État d'Israël s'est relevé et a détruit le mal à la racine pour ne plus laisser un seul terroriste vivant sur cette terre. Amen, ve amen. C'est ce qu'on dira à Bezrat Hashem dans quelques temps. Eh bien, lors du pogrom de 29, le pogrom de Hebron, le Rav Yaakov Meir fait partie des premiers qui, l'année suivante, va ramener des Juifs à Hebron. Il fait partie de ceux qui disent En Malasot. On ne peut pas laisser Hebron sans Juifs. Et il vient avec eux. Il vient en sa qualité de Rishon Letzion, si bien que les Anglais ne peuvent pas lui empêcher de venir. Parce qu'il est le Rishon Letzion. Et il va implanter une trentaine de familles là-bas. Jusqu'à ce que finalement, ces familles-là vont rester à Hebron jusqu'à la guerre d'indépendance. Lorsque Hebron va tomber dans la guerre d'indépendance, ils vont partir, mais ils reviendront avec le Rav Levinger après la guerre des 6 jours. Voilà un personnage, le Rav Yaakov Meir, qui d'ailleurs n'a pas beaucoup écrit, enfin il a écrit beaucoup de choses, mais ça a brûlé dans l'incendie de Salonique, donc on n'a pas beaucoup de ses écrits au Rav Yaakov Meir, mais il fait sans aucun doute partie de ces rabbins qui vont tout simplement lutter et œuvrer pour non seulement la résurrection du peuple juif, mais l'unité de ce peuple juif. La volonté de recréer une langue pour tout le monde, la volonté de dire qu'on n'a pas besoin de deux rabbins, de deux communautés, on peut être très bien ensemble, et on n'a pas les mêmes rites, c'est pas grave, on arrivera à s'arranger. Si le Rav Yaakov Meir était là aujourd'hui, il nous dirait ah, Datim, Chilonim, c'est pas grave, on peut s'arranger. On peut s'arranger. Et nous devons aujourd'hui plus que jamais, alors que l'unité a été retrouvée dans le peuple juif suite au drame, pour que cette unité retrouvée ne disparaisse pas à la fin de la guerre, pour que nous réussissions à rester unis. Parce que c'est ça notre vérité. Notre vérité, c'est l'unité. Donc, pour qu'on puisse rester unis, eh bien, nous sommes dans l'obligation de nous référer encore et encore à la personne qu'était Rav Yaakov Meir, Harishon Mamash Letzion, le véritable premier grand rabbin d'Israël séfarade, qui, aux côtés du Rav Kook, ont essayé de créer quelque chose qui devait parler d'unité. Pourquoi est-ce qu'ils ont créé deux grands rabbins d'Israël? À l'époque, effectivement, c'était trop dur pour la majorité des gens, particulièrement à Jérusalem, de dire qu'il n'y avait qu'un seul grand rabbin. À Yafo, ça a marché, mais pas à Jérusalem. Il y avait trop de juifs ancrés. Mais bon, Bezrat Hashem, aujourd'hui, nous n'avons plus besoin, à mon avis, de deux grands rabbins d'Israël. Aujourd'hui, nous pouvons tout à fait avoir un seul grand rabbin d'Israël, qu'il soit Ashkenaz ou Séfarad, on s'en fiche. Parce que concrètement, au niveau de la halakha, c'est pas forcément lui qui prend toutes les décisions halakhiques. Et même s'il y en a qu'un, il peut très bien avoir un conseiller pour les décisions halakhiques de ceux qui ne sont pas de sa communauté. Il n'y a aucun problème. Et je pense que ce serait une grande avancée
qu'on est dans le grand rabbinat d'Israël, pas deux grands rabbins, mais un seul, voire peut-être remettre en place ce qu'il y avait à l'époque du Sanhédrin, c'est-à-dire d'avoir un Nassi et un Av Beddin. Que le Nassi soit Ashkenaz, que le Av Beddin soit Séfarade, et les prochaines élections, on change, on fait l'inverse. Il n'y a aucune raison de continuer les dissensions dans le peuple juif, qu'il soit dans le camp des religieux, dans le camp des pas religieux, ou dans le camp des religes pas religes. Am Israël a besoin de son unité. Rabbi Yaakov Meir s'est battu pour l'unité, la résurrection du peuple juif. Et aujourd'hui, plus que jamais, eh bien, nous pouvons nous référer à cette personne-là qui a été, aux côtés du Rav Kook, le premier grand rabbin d'Israël, Chazak ou Baruch. S'il y a des questions, c'est à vous de jouer. Je voudrais d'abord remercier Ethan Fison et m'excuser pour tous les problèmes techniques de la Midrashet Yehuda. J'ai une question à poser. J'ai pas dit qu'il y avait des problèmes techniques. Hein. En quoi le fait qu'il ait été séfarade a eu une influence sur son action? Je pense que l'influence... Alors d'abord, c'est un truc que je n'ai pas dit, c'est bien que tu me le dises, il était extrêmement masquil. Les Juifs de Grèce, il était masquil mamash. Il était baki bekol ha-chokhmot. Et il prônait que les rabbins doivent connaître les sciences extérieures, pas juives. Ça, les Juifs de Grèce, encore plus que les Juifs d'Afrique du Nord, qui ont toujours eu ça. Mais les Juifs de Grèce, c'était vraiment un truc, c'était même pas une question, quoi. Donc, je ne sais pas si ça, c'est son côté séfarade ou son côté grec. Le fait qu'il était extrêmement, pour lui, la Torah, la science, c'était ensemble pour dévoiler Akadosh Baruch Hu. Donc, il avait ce côté comme ça, d'abord, très élevé spirituellement et intellectuellement parlant. Ensuite, je pense qu'il a été vraiment touché dans sa jeunesse par le fait qu'à Jérusalem, il n'y avait pas le choix, tout le monde était ensemble, parce qu'il n'y avait pas le choix. Il a dit, en fait, c'est très bien que tout le monde soit ensemble. Donc, est-ce que c'était son côté séfarade? Peut-être. Est-ce que c'était son côté, lui, qui vibrait pour l'unité du peuple juif? Je ne peux pas te répondre. Je ne sais pas. Mais en tout cas, on va dire qu'avec le Rav Kook, il a trouvé vraiment un partenaire pour cet idéal de l'unité. Parce que le Rav Kook, lui aussi, bien qu'étant ashkénaze, pour lui, l'unité du peuple juif, c'était complètement central. Rav Fison? Oui. Je voulais savoir alors pourquoi est-il à ce point si largement méconnu, s'il a fait tant de choses, alors que le Rav Kook est connu mondialement, et il en est de même de Eliezer Ben Yehuda. Alors, bon, d'abord, Eliezer Ben Yehuda, il a eu un meilleur agent de publicité. Ah oui. Puisque Eliezer Ben Yehuda, finalement, il a été repris par Ben Gurion et par tout l'idéal sioniste qui a créé l'État d'Israël. Donc, si vous voulez, il a eu sa pub. Il était sur des billets de banque, il était sur trucs. Donc bon, ouais. Eliezer Ben Yehuda, on comprend pourquoi tout le monde le connaît. Le Rav Kook, il y a une raison d'abord très concrète pourquoi il est plus connu. Il a écrit énormément de livres. Ah oui, d'accord. Donc, si vous voulez, la propagation de son enseignement, elle a été beaucoup plus grande. Mais sinon, il n'y a pas de raison qu'il soit méconnu. Mais tous les rabbins qu'on évoque dans cette série-là, on parlait du Rabbi Yoel Moshe Salomon la dernière fois. Rabbi Yoel Moshe Salomon, c'est le créateur de Petar Tikva, c'est quand même pas rien. Ah oui. Et personne ne sait qui c'est. Ouais. Donc, effectivement, tous ces rabbins-là sont un peu tombés dans l'oubli, et c'est vraiment dommage. C'est pour ça qu'on fait ce cours-là, parce que leur personnalité était fantastique, et ils étaient tous dans l'action. Dans l'action. C'est quoi les quartiers qu'il a créés? On a dit Ezrat Israël, Yamin Moshe et Shrunata Boucharim. Alors évidemment, il n'était pas à chaque fois tout seul, mais il faisait partie à chaque fois des Vad Ameyazdim, de ceux qui mettent ça en place. Donc voilà. C'était merveilleux comme d'habitude. Merci beaucoup. Absolument super. Magnifique. Merci beaucoup. Comme tout. Et l'ouverture.